sous le soleil brûlant de l'été 2011, le parc national de la Calanque s'étend, sauvage et silencieux, ses falaises de calcaire blanc scintillant comme des os sous un ciel impitoyable. Sophie Martin, 37 ans, enseignante à Marseille, enceinte de 7 mois, et son mari Antoine Dubois, 42 ans, consultant en affaires, s'y aventurent pour un dernier week-end de camping avant l'arrivée de leur premier enfant. Une photo, envoyée à Élodie Laurent, la sœur cadette de Sophie, capture leur bonheur. Sophie, radieuse dans son pull bleu, assise devant une tente verte, Antoine l'enlaçant, un sourire éclatant. Un message suit, la Calanque est magnifique. Je t'aime. Élodie, dans son appartement d'Aix-en-Provence, sourit en retour, imaginant sa sœur sous un ciel étoilé. Mais le lendemain, midi passe, et le silence s'installe. Aucun appel. Le téléphone de Sophie bascule sur messagerie. Celui d'Antoine aussi. L'ombre du crépuscule envahit la pièce, et l'inquiétude d'Élodie devient une peur sourde. Que cachent ces sourires figés? Un accident? Ou un secret plus sombre, tapi dans les roches de la Calanque? Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la vérité qui émerge de ce mystère. Car dans ce désert, la vérité attend, enfouie, prête à surgir. Sous la nuit sans étoiles de l'été 2011, les falaises de calcaire du parc national de la Calanque se dressent, muettes et imposantes, comme des sentinelles gardant un secret. 2 gardiens du parc, alertés par un appel urgent, s'aventurent dans l'obscurité, leurs phares balayant un campement isolé à une trentaine de kilomètres de Marseille. Là, une tente verte se tient droite, baignée par la lumière crue des projecteurs, à côté d'un van blanc immaculé. Tout semble figé, comme une peinture abandonnée. Les gardiens s'approchent, leurs bottes crissant sur le gravier. Ils appellent « Madame Martin »« Monsieur Dubois ». Mais seul le vent répond, sifflant à travers les buissons secs. À l'intérieur de la tente, 2 sacs de couchage sont soigneusement alignés, vides. Le van est verrouillé, intact. En forçant l'entrée, les gardiens découvrent un intérieur ordonné, un lit fait, un sac de fruits secs fermé, une bouteille d'eau pleine. Sur le comptoir, les portefeuilles de Sophie Martin et Antoine Dubois reposent côte à côte, intacts, avec leurs cartes bancaires, leur permis de conduire, et, plus poignant encore, un flacon de vitamines prénatales de Sophie, abandonné comme un présage tragique. Tout est trop parfait, trop immobile, comme si le couple s'était évaporé dans l'air sec de la Calanque. Les gardiens échangent un regard inquiet. Ce n'est pas une simple disparition. C'est une énigme. À Aix-en-Provence, Élodie Laurent, la sœur cadette de Sophie, est rongée par l'angoisse. Dans son appartement, les ombres du crépuscule s'étendent sur le parquet, amplifiant le silence oppressant de son téléphone. Elle avait reçu la photo de Sophie, radieuse dans son pull bleu, enceinte de 7 mois, souriant aux côtés d'Antoine devant leur tente. Le message, la Calanque est magnifique. Je t'aime. Résonne encore dans son esprit. Sophie avait promis d'appeler à midi pour confirmer que tout allait bien. Mais midi est passé, puis 13h, puis 15. Élodie compose le numéro de sa sœur, encore et encore, n'obtenant que la messagerie. Elle tente celui d'Antoine. Même résultat. Ses mains tremblent lorsqu'elle contacte la gendarmerie, sa voix brisée par la peur, ma sœur ne laisserait jamais ses vitamines derrière elle. Elle est enceinte. Quelque chose ne va pas, dans son cœur, Sophie est plus qu'une sœur, elle est la lumière de la famille, une enseignante dévouée qui lisait des histoires aux enfants avec une douceur infinie. Antoine, son mari, était son roc, un homme qui sculptait des meubles en bois avec amour, préparant un berceau pour leur futur enfant. Élodie refuse d'imaginer qu'ils aient pu disparaître volontairement. La gendarmerie de Marseille prend l'affaire au sérieux, déclarant Sophie, 37 ans, et Antoine, 42 ans, officiellement portés disparus. Une équipe d'enquêteurs explore le campement, cherchant des indices dans ce tableau étrangement immaculé. Rapidement, une découverte change la donne, les finances d'Antoine Dubois révèlent un secret troublant. Il doit 50 000 € à des prêteurs à taux usuraires, une dette cachée même à Sophie. Les enquêteurs murmurent entre eux,
un homme sous une telle pression pourrait-il avoir fui? Pire, pourrait-il avoir fait du mal à sa femme? Une piste s'ouvre lorsqu'un employé de station-service, à 100 km de la Calanque, affirme avoir vu un homme ressemblant à Antoine, 2 nuits après la disparition. Sous la lueur froide des néons, cet homme, nerveux, aurait acheté un téléphone prépayé et une carte détaillée du sud de la France, payant en billets froissés, évitant tout contact visuel. Les enquêteurs y voient un signe clair, Antoine pourrait être en fuite, orchestrant une disparition calculée. La théorie prend forme, sombre et accablante, un mari acculé par les dettes, une dispute dans le désert, une issue tragique. Mais Élodie rejette cette hypothèse avec une ferveur presque désespérée. Dans une pièce au mur tapissé de photos de famille, elle fixe le cliché envoyé par Sophie, ses yeux rougis par les larmes. Antoine n'est pas un meurtrier, insiste-t-elle, sa voix tremblante de colère et de douleur. Elle se souvient de la tendresse d'Antoine, de la façon dont il lisait des histoires au ventre arrondi de Sophie, de ses larmes de joie lors de leur première échographie. Pour Élodie, cette accusation est une trahison, une blessure infligée à la mémoire de sa sœur. Pourtant, les enquêteurs s'accrochent à leur théorie, et la vérité semble s'éloigner, engloutie par les ombres de la Calanque. Une question persiste, murmurée dans l'obscurité, Antoine est-il un fugitif, ou la vérité est-elle masquée par un mensonge plus vaste encore? Dans ce désert, chaque indice est un mirage, et la justice attend, silencieuse, tapie sous la surface. Dans le parc national de la Calanque, le temps s'écoule comme le sable glissant entre les doigts. Les étés brûlants succèdent aux hivers rigoureux, et les falaises de calcaire, immuables, observent en silence la lente érosion des espoirs. Là où la tente verte de Sophie Martin et Antoine Dubois se dressait en 2011, il ne reste plus qu'un carré de terre nue, recouvert par la poussière et les broussailles. Les rubans jaunes de la gendarmerie, jadis tendus pour délimiter la Seine, ont été arrachés par le vent, leur couleur fanée comme un souvenir lointain. À Marseille, l'affaire Martin Dubois, autrefois au cœur des discussions dans les cafés provençaux, s'est muée en une légende murmurée, une histoire que l'on raconte aux touristes autour d'un verre de pastis, un couple disparu, une énigme sans réponse. Les journaux ont cessé d'en parler, remplacés par d'autres tragédies, plus récentes, plus criantes. Mais pour Élodie Laurent, la sœur cadette de Sophie, chaque jour sans nouvelles est une blessure qui ne cicatrise pas. Dans son appartement d'Aix-en-Provence, elle conserve une boîte en bois, un cadeau de Sophie, où repose la photo envoyée depuis la Calanque, Sophie, radieuse, enceinte de 7 mois, dans son pull bleu, enlacée par Antoine, tous deux souriant sous un ciel éclatant. Cette image, autrefois source de joie, est devenue un poignard dans le cœur d'Élodie. Chaque matin, Élodie se réveille avec la même résolution, elle ne laissera pas sa sœur et son beau-frère sombrer dans l'oubli. Elle téléphone à la gendarmerie, semaine après semaine, demandant des nouvelles, insistant pour que l'enquête continue. Sophie était tout pour moi, murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, les yeux fixés sur la photo. Antoine n'aurait jamais fait de mal à ma sœur. Il l'aimait. Elle se remémore les dimanches passés ensemble, les rires partagés autour d'une bouillabaisse, les projets d'Antoine pour le berceau qu'il sculptait avec soin pour leur futur enfant. Élodie organise des veillées à la mémoire de Sophie, allumant des bougies dans une petite église d'Aix, où elle prie pour des réponses. Mais les gendarmes, embarrassés, n'ont rien de nouveau à offrir. Leur dossier s'empile dans une salle d'archives, l'affaire classée comme un « cas froid », un mystère que personne ne semble capable de résoudre. La théorie dominante, celle d'Antoine en fugitif, s'est imposée comme une vérité facile, mais sans preuve concrète. Aucun mouvement sur ses comptes bancaires, aucune trace de son numéro de sécurité sociale, aucun signe de vie. Pour les enquêteurs, c'est une impasse. Pour Élodie, c'est une trahison. Pourtant, Élodie refuse de céder au désespoir. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, elle retourne à la Calanque, marchant seule sur les sentiers rocailleux, scrutant le sol comme si un indice pouvait surgir des pierres. Elle parle à Sophie dans son esprit, promettant « Je ne t'abandonnerai pas », ses amis, inquiets, lui conseillent de tourner la page, mais pour Élodie, abandonner serait comme trahir sa sœur. Elle conserve chaque article de journal,
chaque note de ses appels à la gendarmerie, convaincue que la vérité est là, quelque part, enfouie sous le sable. La justice, pense-t-elle, est comme les étoiles au-dessus de la calanque, invisible le jour, mais toujours présente. Cette conviction, fragile mais tenace, la pousse à continuer, malgré les années qui s'écoulent, lourdes et silencieuses. Les enquêteurs, eux, semblent avoir oublié. Le dossier Martin Dubois, jadis une priorité, repose désormais sur une étagère poussiéreuse, ses pages jaunies par le temps. Mais Élodie sait que la vérité ne disparaît pas, elle attend, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir. Dans ce vide, une question hante Élodie et murmure dans l'esprit de ceux qui se souviennent encore de l'affaire, la justice peut-elle être étouffée par le temps? Ou bien, comme les roches de la calanque, résiste-t-elle, inébranlable, à l'épreuve des années? Pour Élodie, il n'y a qu'une réponse possible, elle continuera à chercher, jusqu'à ce que le voile du mystère se lève. Dans le silence du désert, la vérité attend son heure, et Élodie, avec sa foi inébranlable, est son dernier rempart. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Les années ont passé, lourdes et implacables, sur le parc national de la Calanque, où le vent continue de murmurer des secrets que nul ne peut encore déchiffrer. En 2017, 6 ans après la disparition de Sophie Martin et Antoine Dubois, l'affaire, devenue une légende provençale, dort dans les archives poussiéreuses de la gendarmerie de Marseille. Les falaises de calcaire, témoins muets de la tragédie, se dressent toujours, indifférentes au passage du temps. Mais dans un hangar discret, à l'ombre des quais de la cité phocéenne, un événement inattendu vient rompre le silence. Un jeune gendarme, chargé d'une tâche banale, inventorier le van blanc de Sophie et Antoine avant sa restitution, s'attarde sur l'intérieur du véhicule. Ce van, immobile depuis des années, est un mausolée de souvenirs figés, un lit impeccablement fait, un sac de fruits secs soigneusement fermé, un flacon de vitamines prénatales abandonné. Alors qu'il inspecte les rangements en bois, œuvre d'Antoine, menuisier passionné, ses doigts effleurent une anomalie. Une couture, presque invisible, dans un panneau au-dessus de l'espace cuisine. Intrigué, il force délicatement le bois, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, un tube étanche, de ceux qu'utilisent les architectes. Son cœur bat plus vite. Ce n'est pas un hasard. C'est une découverte. Le tube, scellé avec soin, contient une série de cartes géologiques, déroulées avec précaution dans une salle d'analyse stérile. Ces cartes ne sont pas celles des sentiers touristiques de la Calanque. Ce sont des relevés précis, annotés de notes manuscrites, rédigés dans un jargon technique, filons de thorite, alluvions quaternaires, coordonnées possibles. Un professeur de géologie de l'université d'Aix-Marseille, convoqué pour examiner les documents, fronce les sourcils. Ces annotations, explique-t-il, sa voix teintée d'une gravité académique, suggèrent une prospection illégale de thorite, un minéral rare et radioactif, dans une zone protégée du parc. C'est une activité strictement interdite. Les enquêteurs échangent des regards. Cette découverte ébranle la théorie qui dominait depuis 6 ans, celle d'Antoine Dubois, acculé par une dette de 50 000 €, fuyant après avoir fait du mal à sa femme enceinte. Ces cartes, cachées avec tant de soin, suggèrent qu'Antoine était impliqué dans une entreprise bien plus complexe. Était-il un prospecteur clandestin? Ou avait-il découvert un secret qui ne lui appartenait pas? La vérité, si proche, semble pourtant insaisissable, car les cartes, bien qu'évocatrices, n'offrent pas de réponse claire. L'entreprise qui les a imprimées a fait faillite, ses archives perdues. Une fouille dans la zone indiquée, à des kilomètres des sentiers balisés, est tentée, mais le terrain, sauvage et chaotique, défie les recherches. L'espoir s'effrite à nouveau. À Aix-en-Provence, Élodie Laurent, la sœur de Sophie, reçoit la nouvelle avec un mélange de ferveur et de douleur. Dans son petit appartement, elle tient la photo de Sophie, son pull bleu vibrant sous le soleil de la Calanque, Antoine l'enlaçant avec tendresse. « Sophie, murmure-t-elle, les larmes aux yeux, je vais trouver la vérité. » L'annonce des cartes rallume une flamme dans son cœur épuisé. Pour la première fois depuis des années, elle entrevoit une lueur d'espoir,
une possibilité que son beau-frère ne soit pas le monstre que les gendarmes ont dépeint. Mais lorsque l'enquête s'arrête, faute d'indices supplémentaires, cette lueur vacille. Élodie, seule avec ses souvenirs, sent le poids du désespoir revenir. Elle se rend à l'église Saint-Jean de Malte, où elle allume une bougie pour Sophie et son enfant à naître, priant pour que la justice, si lente, ne l'abandonne pas. Les cartes, bien que précieuses, reposent désormais dans un sac scellé, ajouté au dossier froid de l'affaire. La Calanque garde son secret, et la vérité, comme un mirage, semble s'éloigner encore. Une question demeure, pesante, ces cartes sont-elles la clé d'une vérité enfouie, ou une nouvelle illusion dans ce désert de mensonges? Élodie, fidèle à sa promesse, continue d'attendre, convaincue que la justice, comme les étoiles au-dessus de la Provence, finira par briller. Sous le ciel implacable d'octobre 2022, le parc national de la Calanque se dresse, silencieux et austère, ses falaises de calcaire blanc scintillant comme des spectres dans la lumière crue de l'automne. Étienne Lefebvre, un randonneur solitaire de 40 ans, venu de Lyon pour fuir la grisaille urbaine, s'aventure hors des sentiers balisés, attiré par la beauté brute des gorges rocailleuses. Alors qu'il s'arrête près d'un amas de blocs calcaires, cherchant un coin discret à l'abri des regards, son regard est attiré par une anomalie dans le sable. Une tache pâle, à peine visible, émerge d'une dépression peu profonde, creusée par les griffes d'un animal ou peut-être un renard à la recherche d'une proie. Ce n'est pas une pierre blanchie par le soleil, ni un débris abandonné par un touriste négligent. Étienne s'approche, son cœur battant plus fort. En dégageant le sable du bout de sa chaussure, il révèle une courbe élégante, étrangement familière, une cage thoracique humaine, ses os jaunis par le temps, à demi enfouis dans le sol. Un frisson le traverse. Il recule, le souffle court, et compose le 17, sa voix tremblante dans le combiné, « J'ai trouvé, des ossements. Humains, je crois. » Dans ce coin reculé de la Calanque, à des kilomètres de toute civilisation, la découverte d'Étienne brise 11 ans de silence. Les gendarmes arrivent rapidement, leur véhicule soulevant des nuages de poussière sur les chemins caillouteux. Une équipe médico-légale, dirigée par une archéologue aguerrie, prend le relais avec une précision presque sacrée. Ils établissent une grille autour du site, utilisant des pinceaux doux et des outils fins pour dégager les ossements grain par grain. Le squelette, remarquablement préservé par l'aridité du désert, est celui d'une femme adulte, recroquevillée en position fétale, comme pour protéger quelque chose de précieux. Puis, un silence lourd s'abat sur l'équipe. Dans le creux du bassin, niché comme dans un berceau fragile, reposent les os minuscules d'un fœtus à un crâne délicat, des côtes fines comme des brindilles, des membres à peine formés. Les enquêteurs, même les plus endurcis, détournent le regard. Ce ne sont pas seulement les restes de Sophie Martin, 37 ans, enseignante à Marseille, enceinte de 7 mois lors de sa disparition en 2011. Ce sont aussi ceux de son enfant à naître, une vie éteinte avant d'avoir vu le jour. La découverte, d'une brutalité poignante, transforme l'affaire Martin Dubois. Ce n'est plus une disparition. C'est un homicide. À la gendarmerie de Marseille, le dossier, poussiéreux et oublié, est rouvert avec une urgence nouvelle. Les enquêteurs, mêlant vétérans de l'affaire et jeunes officiers rompus aux technologies modernes, plongent dans les archives. Un détail, enfoui depuis 2017, refait surface, les cartes géologiques trouvées dans un compartiment secret du van du couple. Ces cartes, couvertes d'annotations sur le thorite, un minéral rare, indiquent une zone précise du parc, exactement l'endroit où les ossements de Sophie ont été découverts. Les coordonnées GPS correspondent à un cercle dessiné à la main sur l'une des cartes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation. Une analyse plus poussée des ossements révèle une anomalie, sur les vertèbres cervicales de Sophie, des particules microscopiques de thorite, un minéral radioactif, sont incrustées dans la matrice osseuse. Ce n'est pas un élément naturel du sol de la Calanque. C'est une trace laissée au moment de la mort, peut-être par une arme ou un environnement spécifique. Une autre pièce du puzzle émerge, une empreinte de botte, à peine visible dans les photos initiales du van, analysée avec des techniques modernes, correspond parfaitement au motif des bottes géologiques Redback, une marque achetée par Julien Morel,
l'ancien partenaire d'affaires d'Antoine Dubois, selon ses relevés bancaires de 2011. Julien Morel, 54 ans, un homme discret vivant désormais à Arles, devient le pivot de l'enquête. Derrière son rôle de consultant en affaires, il nourrissait une obsession pour la géologie, collectionnant des revues spécialisées et des outils de prospection. Les enquêteurs découvrent que sa société, partagée avec Antoine, servait de façade à une activité illégale, l'extraction de thorite dans les zones protégées de la Calanque, une entreprise lucrative mais illicite. Antoine, honnête et droit, avait découvert ce secret. Une reconstitution des événements prend forme, sombre et terrifiante. En 2011, dans la solitude du désert, une confrontation a dégénéré. Julien, furieux qu'Antoine menace de dénoncer ses activités, l'a frappé avec un marteau géologique, un outil de son arsenal de prospecteur. Antoine s'est effondré, sans vie. Puis, Sophie, témoin horrifiée de la scène près du van, est devenue une victime collatérale. Julien, pris de panique, l'a tué pour éliminer tout témoin. Mais son plan ne s'arrête pas là. 2 nuits plus tard, à une station-service à 100 km de la Calanque, il s'est fait passer pour Antoine, achetant un téléphone prépayé et une carte routière sous les néons blafards, créant un leurre parfait pour détourner les soupçons. Pendant 11 ans, ce mensonge a tenu, protégeant un meurtrier. La vérité, si longtemps enfouie, surgit avec une force implacable. Élodie Laurent, informée des découvertes, ressent un mélange de choc et de rage. Dans son appartement d'Aix-en-Provence, elle fixe la photo de Sophie, son pull bleu vibrant sous le soleil de 2011. Ils l'ont accusée à tort, murmure-t-elle, pensant à Antoine, sali par des années de soupçons. La justice, qu'elle a poursuivie sans relâche, est à portée de main, mais à quel prix? La Calanque, gardienne de ce secret macabre, a enfin parlé. Pourtant, une question persiste, lancinante, ce mensonge, si habilement orchestré, cache-t-il encore d'autres vérités? Dans l'ombre des falaises, la réponse attend, prête à sceller le destin de Julien Morel. Dans une salle d'interrogatoire au mur gris de la gendarmerie de Marseille, sous la lumière crue d'un néon vacillant, Julien Morel, 54 ans, est assis, les mains posées calmement sur la table métallique. En cet automne 2022, 11 ans après la disparition de Sophie Martin et Antoine Dubois, il incarne encore l'image d'un homme respectable, propriétaire d'un magasin de quincaillerie à Arles, où l'odeur de sueur et de peinture évoque une vie honnête. Mais ce jour-là, face à 2 enquêteurs, un vétéran grisonnant, le capitaine Michel Corbin, et une jeune lieutenante à l'œil perçant où son assurance commence à vaciller. Les preuves s'accumulent, implacables, comme les falaises de la Calanque qui ont gardé leur secret si longtemps. Corbin, dont la voix grave résonne dans la pièce étroite, pose une photo agrandie d'une carte géologique sur la table. Ces cartes, Julien, trouvées dans le van d'Antoine. Vos notes, peut-être? Morel hausse les épaules, un sourire crispé aux lèvres. Antoine avait des lubies, des rêves de fortune dans le désert. Ce n'est pas moi, répond-il, sa voix lisse, presque convaincante. Mais Corbin glisse un autre document, une analyse microscopique révélant des particules de thorite incrustées dans les vertèbres de Sophie, un minéral rare, extrait illégalement dans une zone précise de la Calanque au sel marqué sur les cartes. Le regard de Morel vacille, une fissure dans sa façade. Puis vient le coup fatal. La lieutenante dévoile une image agrandie, tirée des photos de 2011, une empreinte de botte, à peine visible sur le marchepied du van, désormais analysée avec une précision numérique. Ce motif, dit-elle, son ton tranchant comme une lame, correspond à vos bottes Redback, achetées en 2011. Vous étiez dans ce van, Julien. Le silence qui suit est oppressant, seulement brisé par le bourdonnement du néon. Morel fixe ses mains, comme si elles appartenaient à un étranger. Sa respiration devient lourde, saccadée. Il ne devait pas la mener, murmure-t-il enfin, sa voix brisée, à peine audible. Les mots s'échappent, comme un barrage qui cède après des années de pression. Il raconte, dans un flot haché, une nuit fatale dans la Calanque, 11 ans plus tôt. Antoine Dubois, son partenaire en affaires, avait découvert son secret, une opération clandestine d'extraction de thorite, un minéral rare et précieux, dans les zones protégées du parc.
Une entreprise illicite, mais lucrative, qui promettait des millions. Antoine, droit et intègre, avait menacé de tout révéler aux autorités. Lors d'une confrontation dans le désert, sous un ciel noir d'encre, la dispute avait dégénéré. Julien, aveuglé par la peur et la rage, avait saisi un marteau géologique, un outil de sa passion secrète. Un coup, puis un autre, et Antoine s'était effondré, sans vie, sur le sol rocailleux. Sophie, debout près du van, avait tout vu. Son visage, figé par l'horreur, hantait encore Julien. Je n'avais pas le choix, souffle-t-il, ces mots trempés de cette justification pathétique des meurtriers. Il l'avait tuée, elle aussi, pour éliminer le témoin, l'enterrant dans une fosse qu'il avait creusée pour ses prospections. Mais Julien ne s'était pas contenté de tuer. 2 nuits plus tard, il avait conduit jusqu'à une station-service à 100 km, sous les néons blafards d'un village perdu. Là, vêtu d'un manteau semblable à celui d'Antoine, il avait acheté un téléphone prépayé et une carte routière, payant en liquide, le regard fuyant. Un stratagème brillant, conçu pour faire croire qu'Antoine avait fui, abandonnant sa femme enceinte dans le désert. Pendant 11 ans, ce mensonge avait tenu, détournant tous les soupçons de Julien. Dans la salle d'interrogatoire, son masque tombe. Ses épaules s'affaissent, son visage se vide de couleur. La vérité, si longtemps enfouie, l'a rattrapé. À Aix-en-Provence, Élodie Laurent reçoit la nouvelle dans son appartement, où les murs sont tapissés de souvenirs de sa sœur. Assise à sa table, elle fixe la photo de Sophie, son pull bleu vibrant sous le soleil de la Calanque, Antoine l'enlaçant avec amour. Lorsque le téléphone sonne et que Corbin lui annonce l'aveu de Julien, un mélange de soulagement et de douleur l'envahit. « Je savais qu'Antoine était innocent », murmure-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Elle se souvient des accusations qui ont sali son beau-frère, des années où elle a lutté seule contre une vérité déformée. Sophie, sa lumière, sa sœur qui lisait des contes aux enfants et rêvait de devenir mère, ne reviendra jamais. Ni son enfant à naître, ni Antoine, qui sculptait un berceau avec tant de soin. Élodie serre la photo contre son cœur, sa voix tremblante, « Ils sont libres maintenant, mais à quel prix ?» La justice, qu'elle a poursuivie avec une ténacité inébranlable, a triomphé, mais elle ne peut effacer une décennie de chagrin, ni ramener ceux qu'elle aimait. Dans les rues de Marseille, où les conversations dans les cafés portent encore le poids de l'affaire Martin Dubois, la nouvelle de l'aveu de Julien se répand comme une onde de choc. La Calanque, gardienne de ce secret macabre, a enfin livré une partie de son histoire. Mais l'ombre d'une question persiste, murmurée dans les esprits, ce crime, si habilement dissimulé, était-il l'œuvre d'un seul homme? Ou d'autres vérités restent-elles enfouies sous les roches de ce désert provençal? La justice, lente mais inexorable, a brisé le silence, mais son écho résonne, chargé de douleur et de vérité. Dans l'ombre déclinante de l'automne 2022, le parc national de la Calanque s'étend, ses falaises de calcaire baignées d'une lumière dorée par le soleil couchant. Après 11 ans de silence, une équipe spécialisée, armée de drones équipés de caméras, explore les entrailles d'une ancienne mine abandonnée, à 50 mètres sous la surface aride. Là, au fond d'un puits étroit, parmi des débris de bois pourris et de roches effondrées, les lumières du drone révèlent une forme humaine, immobile. Les ossements d'Antoine Dubois, figés dans le temps, sont enfin découverts. Avec une délicatesse presque révérentielle, une équipe de récupération extrait les restes, les ramenant à la lumière dans un crépuscule pourpre. Antoine, accusé à tort pendant une décennie, est enfin libéré de l'ombre, réuni avec Sophie, non pas dans la joie d'une vie partagée, mais dans la solennité de la justice. À Marseille, Julien Morel, l'homme qui a orchestré leur disparition, fait face à son destin. Dans une salle d'audience austère, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de liberté. Élodie Laurent, assise au fond, écoute le verdict, son visage marqué par une douleur ancienne mais apaisée. Ses yeux, rougis par les larmes, reflètent un mélange de chagrin et de délivrance. Quelques jours plus tard, Élodie retourne à la Calanque, un bouquet de lavande à la main. Sous un ciel clair, elle dépose les fleurs près d'une falaise, là où tout a commencé. J'ai perdu ma sœur, Antoine,
et leur enfant, murmure-t-elle, sa voix portée par le vent. Mais vous reposez en paix maintenant. La vérité a triomphé. Le mensonge de Julien, si habilement tissé, a été déchiré par la ténacité d'Élodie et la rigueur de la justice. La Calanque, gardienne de secrets, a enfin parlé. Mais la victoire est douce amère, car aucune sentence ne ramènera ceux qu'elle aimait. La justice, comme les étoiles au-dessus de la Provence, brille dans l'obscurité, mais elle n'efface pas la douleur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres récits où la vérité l'emporte sur le mensonge. Partagez cette histoire pour honorer Sophie, Antoine, et leur enfant, et rappelez que la justice, même lente, trouve toujours son chemin. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.